de le lire parce que j'arrive pas à tout voir. C'est bon pour vous? Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous, le syndrome de l'imposteur? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Comment il s'est manifesté? Alors, je prends la parole du coup. C'est peut-être se sentir non légitime à un moment donné. Oui. Ou de se sentir ouais, pas à sa place, peut-être dans un sujet où finalement, en fait, pourtant on y est parce qu'on a une expertise, mais peut-être se sentir peut-être mal à l'aise, ouais. Voilà. Exactement. Donc, un sentiment d'illégitimité ou ne pas être à l'aise alors qu'on est expert ou experte dans un domaine. Merci Esther. Toujours, donc dans le chat, il y a ne pas se sentir légitime, effectivement, attribuer les événements à de la chance, c'est-à-dire pas reconnaître sa propre action, toujours douter d'être la bonne personne pour le poste, ne pas être en phase avec soi-même dans certaines situations, se sentir non légitime revient beaucoup. Voilà. Ouais. Bon, bah donc évidemment, vous connaissez déjà ce qu'est le syndrome de l'imposteur. C'est effectivement ce sentiment d'illégitimité qui va nous traverser, qui est assez caractéristique. Alors, depuis quand plutôt ce syndrome a été identifié? Alors, il a été identifié, c'est assez récent finalement, hein, dans les années 78 par deux psychologues américaines qui l'ont caractérisé par un bon niveau de réussite, c'est-à-dire que la personne réussit, performe, il y a des signes extérieurs très objectifs de succès, et pourtant, ces personnes-là souffrent d'un malaise et n'intègrent pas cette réussite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pauline Clance, qui est thérapeute, avait observé ça chez ses patients qui étaient non diplômés. Donc, même s'ils avaient de bonnes notes dans leurs études, ils croyaient ne pas mériter leur place à l'université. Et certains pensaient même que leur admission à l'université avait été une erreur. Donc, ça se joue aussi très tôt dans le parcours professionnel. Et ensuite, elle a étudié avec justement ses étudiants les différents symptômes et les caractéristiques de ce syndrome. Alors, aussi, on dit syndrome, donc je vous rassure, ce n'est pas une pathologie ni une maladie, même si on l'appelle syndrome. Il se caractérise par différentes choses. Donc, une tendance à l'autodévaluation. Hein, donc, par exemple, là, c'est des verbatims hein, de personnes qui ont témoigné. Quand je fais les comptes, j'ai échoué plus souvent que je n'ai réussi. Donc, on va aller chercher les échecs plutôt que les réussites. La surestimation des facteurs exogènes de ses succès, c'est exactement ce qui était dit tout à l'heure dans le chat. Hein. En fait, si j'ai réussi, ce n'est pas trop grâce à moi, mais c'est parce que j'ai eu de la chance. Il y a eu plein de facteurs chance qui ont fait que j'ai réussi. Une culpabilité aussi qui peut intervenir. Par exemple, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un de meilleur que moi. On le voit ça très souvent dans le cas des promotions professionnelles, quand il s'agit de postuler sur des postes qui sont ouverts et qui nécessitent donc une ascension professionnelle. On va aller se comparer avec quelqu'un d'autre et on n'ose pas en fait prendre sa place. De façon générale, aussi une sévérité qu'on peut juger excessive à l'égard de soi-même comme à l'égard des autres. Et puis avec un perfectionnisme bien sûr assez développé et même quelquefois intransigeant qui peut amener à dire tant que mon travail n'est pas parfait, il n'y a pas zéro défaut, je ne montre pas mon travail et peut-être ça peut aller jusqu'à je ne montre rien du tout parce que justement ce n'est pas parfait. On a aussi la peur de l'échec. Si je me plante, je ne vais pas m'en remettre. Et de l'humiliation avec le regard des autres. Si je n'y arrive pas, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur et donc je vais me ridiculiser ou voilà, avoir ce regard des autres qui est pesant et du coup, voilà, on n'obtient rien et on n'avance pas surtout sur ces projets. Donc, ces différentes caractéristiques, vous le voyez, c'est ce qu'on peut résumer comme une véritable usine à autocensure. En fait, ça a comme effet, on reporte le moment d'oser, voire de temps en temps, on renonce carrément. Donc, on va travailler après, on va aller plus en détail sur les croyances limitantes, mais c'est vraiment ça. Et ça peut amener effectivement à renoncer à des projets, à renoncer à des actions, à renoncer à des choses qu'on aurait pourtant cru possibles du fait de ce syndrome. Et comme le disait Esther tout à l'heure, effectivement, on vit parfois avec la peur au ventre
tout en affichant une apparente sérénité, mais en fait, on a peur et cette légitimité est complètement absente. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique principale, se sentir illégitime. Et donc, se sentir illégitime, c'est aussi malgré des compétences. Hein, donc, on l'a vu, c'est des personnes souvent très expertes qui ont ce syndrome. Donc, on a l'impression qu'on va découvrir qu'on n'est pas compétente. Et puis, ce sentiment aussi de ne pas être à la hauteur et d'avoir peur de ne pas y arriver. Par rapport à tous ces critères-là, est-ce que déjà certains d'entre vous ont ressenti ce syndrome dans leur domaine de compétences, puisqu'en fait c'est de ça dont on parle. Après, je vais vous expliquer le fonctionnement et le mécanisme du syndrome. Mais déjà là, sur ces quelques caractéristiques que vous voyez, est-ce que vous avez déjà vécu ça et si oui, dans quelle situation? Oui, moi, Anne-Sophie, quand on m'a proposé de rentrer dans un conseil d'administration d'une boîte cotée, je ne suis pas du tout dans cet environnement-là. Et ma première question, ça a été, mais qu'est-ce que je vais leur apporter, enfin, qu'est-ce que je vais apporter, quoi. Et c'était tellement un univers loin du mien, de l'environnement financier, hein, d'une entreprise cotée, juridique, et que en fait, je me suis sentie illégitime d'y aller en me disant, mais ça me faisait trop peur, quoi. Et, et en fait, j'apprends énormément de choses sur des choses que je connaissais pas, parce que du coup, j'y suis quand même allée parce qu'on a insisté. Donc peut-être au départ, c'était l'enjeu de féminisation obligatoire, mais après, je me suis dit, et après tout, utilisons le droit pour aussi prendre sa place. Et si on dit non à tout, on ne va pas faire bouger les lignes. Donc, il faut aussi jeter un peu dans le vide. Et donc, j'apprends beaucoup. Et finalement, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels je partage. Je pense au RH, je pense à la RSE, je pense à des sujets qui font partie de mon périmètre aussi de dirigeante. Et c'est gagnant-gagnant, quoi. Mais j'ai été d'abord dans cette posture hyper compliquée. J'ai des retours pour celles. Prenez la parole, hein, parce que l'oral, c'est sympa aussi. Oui, lors de la prise d'un nouveau poste d'un niveau supérieur au précédent, avec des forts enjeux. Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui, quand on m'a proposé de candidater pour être expert auprès de la CAA de Toulouse en ma qualité d'architecte. Ben voilà. Eh ben, Mirana, tu dis oui et tu ne poses pas de questions. On va t'expliquer comment faire. Et oui, lors de mon changement de métier. Oui, voilà. Donc, merci pour ces témoignages. Donc, effectivement, on voit que c'est quand même quelque chose de fréquent. Donc, pour revenir sur ce doute sur la légitimité, il y a deux caractéristiques principales. Donc, internaliser les échecs. Donc, si j'ai loupé quelque chose, si j'ai manqué quelque chose, eh ben, voilà, c'est parce que je manque de connaissances, j'ai pas assez de compétences, je suis pas à la hauteur, blablabla. Et puis, externaliser les réussites, on l'a déjà un petit peu vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va attribuer la réussite à la facilité, à la chance, à un public qui était sympa et qui m'a encouragé. Ils ont dû se tromper parce qu'en fait, ils m'ont promu à ce poste, mais en fait, ils ne me connaissent pas vraiment. Voilà. Donc, ces caractéristiques qu'on vient de voir, qu'on va détailler ici. Quand on parle en fait de cette impression de tromper, je trompe le monde, je trompe les autres, en psychologie, on va faire le lien avec la faible acceptation de nous. Bien sûr, donc c'est en fait comme si la présentation de soi n'était pas en accord avec le ressenti réel, et cette espèce de masque, en fait, il va se présenter dans différents domaines de la vie, et il va concerner différentes qualités ou compétences. Donc ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel, on vient de le voir, mais ça peut être aussi, partir plus tôt, en fait, ça peut être aussi quand on est étudiant ou dans le domaine scolaire. Donc il faut faire attention aussi avec nos enfants et continuer à les encourager et à booster leur confiance en soi, parce que ça peut arriver très tôt en fait dans le parcours, cette espèce de masque et cette impression de tromper son entourage. On va y revenir un petit peu plus tard. Les mauvaises attributions, quand on dit j'ai eu de la chance, on a vu c'est une attribution externe. Donc là, en fait, on parle aussi de minimisation de son potentiel, parce que si on n'attribue pas de la bonne façon son succès, bah, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas son succès. Et donc, en fait, on va sous-estimer nos qualités et le résultat.
Ce qui fait que bien souvent, quand on a ce genre d'attitude, de comportement, on ne va pas être confiante vis-à-vis d'une activité nouvelle parce qu'on va avoir ce potentiel qui est en soi dont on n'est pas parfaitement consciente. Et puis, ça a aussi un autre impact, c'est que très souvent, on va rejeter les feedbacks pourtant positifs que l'entourage va nous faire. On va minimiser, on va dire, ah bah oui, voilà, j'ai fait cette conférence, les gens vont me dire, c'est super sympa, c'est bien, j'ai bien aimé ton truc, et on va dire, ouais, mais c'était avec des FCE, elles sont hyper bienveillantes, c'est dans un domaine où on se connaît bien, voilà, on va minimiser et ne pas accepter les feedbacks positifs. Donc là aussi, peut-être un warning aussi pour vous en tant que dirigeante, quand vis-à-vis de vos équipes, si vous avez dans vos équipes des personnes comme ça qui ont ce syndrome de l'imposteur, c'est important aussi de renforcer ces compétences et quand vous faites des feedbacks positifs, de faire en sorte qu'effectivement, ils soient bien acceptés comme un feedback positif. Donc, allez aussi les chercher quand on vous dit, bah non, voilà, j'ai eu de la chance ou minimiser le succès. Renforcer tout ça en les faisant bien prendre conscience que oui, on peut accepter des compliments et du succès, c'est bon pour notre confiance en soi et c'est comme ça qu'on la booste aussi. Hein. Le troisième critère, c'est cette peur d'être démasqué qui consiste à dire ils vont finir par s'en rendre compte, je vais être démasqué et ça peut générer une très forte anxiété. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'on surcompense, on va travailler encore plus, on va en faire plus, et ce niveau d'exigence qui est aussi très caractéristique dans le syndrome de l'imposteur, il faut aussi être très prudent parce que qui dit exigence, qui dit on va mettre les bouchées doubles, on va bosser beaucoup, ça va générer du stress aussi, et bien sûr des impacts sur notre énergie, notre temps de travail, temps de concentration, etc. Donc, des choses qui peuvent être assez négatives dans les conséquences. Alors, les origines, on l'a un petit peu déjà vu, mais on a des origines beaucoup dans la dynamique familiale. C'est pour ça que j'attire aussi votre attention par rapport aux enfants qu'on élève, par rapport aux jeunes. Donc, il y a plusieurs messages en fait qu'on a reçus dans notre enfance. Donc, évidemment, ici, on va parler de l'éducation qu'on a reçue, de l'environnement dans lequel aussi on a évolué. Le premier message, c'est une valorisation de l'intelligence et de la performance. Donc ça, c'est le message qu'on reçoit quand on est jeune, hein, c'est il faut être compétent et brillant, donc avec un focus, une croyance sur la réussite. Donc, dès l'enfance, les parents vont envoyer ce message à leurs enfants en valorisant cette intelligence. Et en fait, quelque part, on leur dit, tes succès vont prouver ta compétence et ta valeur, surtout s'ils sont réalisés sans effort particulier. Donc, on met un focus sur les succès. Et à l'inverse, si tu as des échecs, ça prouve ton incompétence. Et d'autant plus, si tu as là justement beaucoup travaillé pour y arriver et que tu te plantes, voilà, c'est pas terrible. Donc, le message est vraiment négatif. Donc, c'est quelque part une recherche constante de validation, d'approbation et déjà de reconnaissance de la part des autres. Donc là, on le dit très souvent, quand c'est toujours cet exemple des notes, notre système scolaire, il est quand même très orienté aussi sur les notes et la comparaison avec les autres. Mais sur les notations, effectivement, si votre enfant revient avec un 14 et qu'on lui dit pourquoi tu n'as pas eu 20, c'est nul, enfin franchement, tu mérites 20. Donc, au lieu de renforcer le côté positif, on va aller chercher toujours plus, cette exigence d'être toujours le meilleur, toujours au top, qui va se retrouver, bien entendu, après, dans l'évolution professionnelle. La deuxième origine, c'est ce qu'on appelle l'enfant différent. Alors, enfant différent, donc Pauline Clance, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la thérapeute, elle l'avait identifié aussi comme une comparaison au sein d'une fratrie. Donc, en fait, quand on attribue une étiquette, par exemple, à un enfant, donc il y en a un qui est doué en maths, l'autre c'est plutôt le sport, il ne va pas se sentir légitime à réussir dans le domaine de compétences de son frère ou de sa sœur qui a son étiquette, par exemple, fort en maths. Et puis en fait, c'est aussi cette absence de renforcement dont je parlais, en fait, dont quand ils ont des réussites, ils ne sont pas forcément valorisés à la hauteur de ces réussites. Et dans une fratrie, l'enfant il va plutôt se focaliser sur les messages négatifs que sur les messages positifs.
La troisième, c'est effectivement ce qu'on appelle les appréciations contradictoires, donc avec cette comparaison. Donc là encore, dans une famille, on va dire, ah ben oui, toi tu es plutôt artiste, mais ben, fais plutôt comme ta sœur qui est bonne en maths et qui ramène des 20 en maths, parce que les maths, c'est super important pour l'éducation. Et donc, en fait, si l'enfant il a connu peu de messages de réussite dans ce domaine, et ben, il peut avoir un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses propres succès. Et donc, Pauline Clance, elle attribuait ça aux compétences qu'elle appelait atypiques. Donc, un enfant qui est le seul de sa famille à suivre des études supérieures, par exemple, mais il va peut-être ressentir son succès comme une trahison. Parce qu'évidemment, à faire des études supérieures, alors que ou ses parents ou les autres enfants ne se sont jamais élevés aussi dans la hiérarchie sociale, il peut connaître ce sentiment de trahison. Et d'ailleurs, ça se retrouve. Moi, je le vois en accompagnement de coaching avec certaines personnes. À un moment donné, ça revient en fait cette histoire de je suis pas de ce milieu, je suis sortie de mon milieu et c'est pas parfaitement intégré en fait. Et puis le manque de reconnaissance de ces réussites aussi, ben voilà, c'est toujours le peut mieux faire. Hein. Donc c'est cette idée de tu es doué, mais moi je ne sais pas si tu l'es vraiment. Il faut toujours faire plus et réussir vraiment parfaitement. Donc ça, attention aussi donc à cette dynamique familiale à garder en considération dans ce syndrome, dans la constitution de ce syndrome. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, effectivement, ce syndrome, il intervient aussi très souvent dans les périodes de transition. Alors, quand on parle de transition, donc bien sûr, on pense à la transition professionnelle quand on va changer de job, quand on change de métier. Moi, pour être honnête avec vous, après 20 ans d'entreprise, donc salarié, confortable dans une grande entreprise, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, bah, bien sûr, je me suis demandé, est-ce que je vais être à la hauteur dans mon nouveau métier? Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'on quitte quelque chose de connu et de confortable pour l'inconnu. Donc, effectivement, ce syndrome, il peut intervenir à ce moment-là. Ça peut être aussi quand on se qualifie pour la première fois dans un domaine de compétences. Donc, c'est le premier diplôme. Qui dit premier diplôme va dire premier job. Et le premier job, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez postulé pour votre tout premier job après avoir été diplômé de votre université ou de votre école, ben on se dit aussi, ben voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai un super diplôme, mais dans mon premier job, est-ce que je vais être à la hauteur? Je n'ai jamais fait ça. Donc, il y a plein d'inconnus, plein de peurs. Donc effectivement très fréquent dans les reconversions ou les changements de métier, on vient de le voir. Et actuellement, Dieu sait si c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en transition professionnelle. Dans cette période post-Covid, on voit beaucoup de transitions, de reconversions, de changements complets de métier. Donc là, on peut avoir ce syndrome. Et bien sûr, les entrepreneurs dans la création d'entreprises, on le voit aussi très souvent. Et ça va se répercuter aussi peut-être sur le projet professionnel, l'ambition qu'on va mettre dans cette création d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de très caractéristique. Je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure et en fait, quand on parle aussi de syndrome de l'imposteur, on fait souvent référence aussi à la zone de confort. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ma zone de confort, c'était d'être en entreprise, reconnue, connue, tout allait bien. Donc en fait, cette zone de confort, c'est un état psychologique dans lequel on se sent à l'aise et parfaitement en sécurité. On a ses habitudes, hein, on fait des choses qui nous plaisent. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans nos loisirs, ça peut être dans le trajet qu'on emprunte le matin pour aller au boulot. On fait toujours le même parce que voilà, c'est une routine qui nous est familière et qui est très confortable. J'attire aussi votre attention là-dessus. Cette zone de confort, elle peut aussi, à un moment donné, amener à de l'ennui. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien de vraiment Pepsi, punchy là-dedans parce qu'on fait toujours pareil, même si on est confortable. Ça peut aussi amener un peu d'ennui. Donc, on montre très souvent ce schéma, je pense que vous le connaissez, qui amène à sortir de cette zone de confort. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, on a ses peurs. Et donc, dans ces peurs, on peut avoir le syndrome de l'imposteur qui intervient. Donc, peur du regard des autres, manque de confiance en soi, se trouver des excuses. Et puis, quand on franchit ce cap de la zone de peur,
qui est le plus difficile à franchir. Ensuite, on arrive dans cette zone d'apprentissage où on va, du fait de s'exposer à des nouvelles choses, on va aussi acquérir des nouvelles compétences. Et ce que tu disais, Anne-Sophie, en citant ton témoignage, tu intègres ce board, oui, tu avais peur au début, mais tu apportes aussi tes nouvelles compétences. Toi, tu vas aussi acquérir des nouvelles compétences des autres. On relève des défis. Et en fait, on va élargir cette zone de confort. Petit à petit, elle va grandir. Et puis, on arrive après, à la fin, dans cette zone de performance qui est vraiment un sentiment de réalisation personnelle où on va vivre ses projets, ses rêves et on va à nouveau se définir de nouveaux objectifs. Donc, en fait, c'est très intéressant aussi de faire ce parallèle avec la zone de confort quand on parle du syndrome de l'imposteur. Autre rouage qu'on a vu, en plus des rouages, on va dire, familiaux, de son histoire personnelle, de son histoire professionnelle, on l'a un peu abordé aussi tout à l'heure. Dans les rouages, il y a aussi une faible estime de soi. Alors, on ne se l'avoue pas forcément, c'est inconscient, bien sûr. Donc, la faible estime de soi, c'est parce que je ne crois pas en mes capacités que je vais remettre en cause ma propre valeur. La comparaison sociale, on l'a vu aussi, on va se comparer aux autres et puis on va se dire, ah non, elle a tant de diplômes, elle a tant d'expérience professionnelle, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas comme elle et je ne vais pas y arriver. Pour vous citer un autre exemple, pris de mes accompagnements de coaching de dirigeantes, j'ai eu l'année dernière en coaching une dirigeante d'une très grosse boîte de conseil en RH, connue, reconnue sur le marché RH professionnel. Et elle, cette femme, elle était elle se sentait complètement illégitime, et notamment dans son codir. Et donc elle disait, moi j'ai son problème à résoudre, c'était la prise de parole en public. Et elle disait, mais moi dans mon codir, j'ai une ex-DRH de grand groupe, quand elle s'exprime, c'est hyper fluide, on voit qu'elle a appris, qu'elle a été coachée pour la prise de parole en public, voilà, c'est toujours hyper impactant, fluide, et moi quand je prends la parole derrière, je me sens pas à la hauteur parce que j'ai pas fait les mêmes écoles qu'elle, j'ai pas eu cette expérience dans des grands groupes où on a du média training et autres, et donc du coup, voilà, à force de se dévaluer, elle-même n'arrivait pas à prendre sa place et prendre la place dans ce codir. Donc évidemment, avec l'accompagnement et le travail qu'on a fait ensemble, elle s'est rendue compte au bout d'un moment que certes, cette femme, elle avait beaucoup de compétences techniques, mais elle n'arrivait pas à faire passer les messages clairement, en fait, avec impact. Elle avait des formules un peu toutes faites, enfin, qui n'étaient pas impactantes. Et ma cliente s'est rendue compte qu'elle, à contrario, en laissant parler en fait sa spontanéité et en disant les choses avec cœur, même si elle n'avait pas la bonne technique pour le faire, elle, ses messages étaient entendus et compris. Donc ça, voilà, cette comparaison sociale aussi, attention là-dessus, parce que ça peut être trompeur. Et bien sûr, quand on est dans un environnement compétitif, ça va être très propice aussi à développer un biais d'illusion d'incompétence quand on se compare à des personnes brillantes. Donc là aussi, on parlait tout à l'heure d'ascension sociale ou de promotion sociale, même au sein d'une entreprise. Donc cette comparaison et cet environnement de compétition, il est aussi très propice à cette comparaison et à la naissance du symptôme. Alors, un petit focus rapide parce qu'on en parle beaucoup. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec la faible estime de soi. Pour recadrer un peu ces trois notions donc d'estime de soi, de confiance en soi et d'affirmation de soi. Donc, ce sont des notions qui sont évidemment proches, mais en fait, l'estime de soi, je l'ai mis à la base de la pyramide parce que c'est vraiment le socle à partir duquel la confiance en soi peut se développer. Donc, c'est à la fois un amour et une évaluation de soi-même, un jugement de valeur qu'on va porter, c'est mon opinion sur moi-même, qui va être la base, en fait, de tout. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Christophe André, qui est un psychologue et qui est très connu et qui fait des livres assez accessibles, beaucoup orientés sur la confiance en soi. Donc, pour lui, c'est très clair aussi que la confiance en soi, c'est une des composantes de ce triangle. Et pour lui, l'estime de soi repose sur trois pieds, donc la confiance en soi, la vision de soi et l'amour de soi. Donc, voilà. Et bien sûr, après, une fois qu'on a cette confiance en soi qui repose beaucoup sur les compétences personnelles, qu'on a identifiées, dont on est consciente, qu'on peut faire grandir et qu'on peut faire évoluer, on l'a vu tout à l'heure
en sortant de sa zone de confort, en allant vers de l'apprentissage, en se formant, en changeant de métier, en changeant de domaine, de compétences. Après, on arrive au dernier stade, donc, qui est l'affirmation de soi. Et donc là, c'est plutôt les compétences relationnelles, puisque en fait, l'affirmation de soi, c'est la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Donc typiquement, dans une réunion, quand on est intégré dans un board, voilà, comment on va arriver à prendre sa place, toute sa place. On a eu beaucoup, dans la précédente session, on avait pas mal d'exemples aussi sur les FCE qui ont intégré cette année de façon assez récente les chambres de commerce et d'industrie ou d'autres organismes plutôt masculins. Donc effectivement, voilà, cette affirmation de soi, il faut qu'elle arrive à s'exprimer dans ces univers un peu macho ou masculins où on va prendre sa place sans empiéter, sans écraser tout le monde, bien sûr, avec naturel et confiance en soi. Mais voilà, on prend sa place et c'est ça qui est chouette. Je m'arrête un instant. Si vous avez des commentaires là-dessus, n'hésitez pas, ou des témoignages justement sur cette partie-là. N'hésitez pas. Est-ce que le syndrome de l'imposteur, il n'est pas aussi justement quand on est dans le déploiement de ses talents et que comme on fait les choses naturellement, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas cette notion d'effort. Est-ce que c'est pas lié au fait de justement de ne pas faire d'effort pour arriver à un résultat donné? Oui, alors on va le voir dans la boucle tout à l'heure du syndrome. Effectivement, le syndrome, il se caractérise par justement beaucoup de travail ou, à l'inverse, une procrastination. Donc, c'est une bonne transition, on va y revenir tout de suite. Ouais. Moi, juste oui. pour partager, j'avais illustré le premier webinaire. Oui. Justement, quand je suis arrivée dans mes premières réunions au MEDEF, j'étais la seule femme au conseil d'administration régional. Et systématiquement, à chaque réunion, on me demandait tu peux me faire un café et au départ, franchement, je l'ai fait sans a priori de ce que ça pouvait représenter comme stéréotype. Et à un moment donné, plus j'échangeais, plus j'étais avec d'autres groupes de femmes. Et il y a une autre femme qui a raconté une situation un peu similaire à la mienne et qui m'a fait réagir en disant mais ouais, fais chier, pourquoi d'abord je leur ferai le café à chaque fois qu'il y a la réunion, je suis leur égale, voilà. Et du coup, elle m'a donné le petit truc qu'elle avait utilisé en disant une fois qu'on te demande est-ce que tu peux me faire un café, tu réponds oui, pour moi il sera serré sans sucre. Et du coup, tu retournes l'échange avec la personne en lui demandant de te le faire pour toi-même. Et ça a super bien fonctionné, mais c'est vrai, des fois, on s'enferme nous-mêmes involontairement et sans chercher du tout à en faire un pataquès. Mais sur des petites choses où l'égalité, elle est aussi dans la réciprocité de toutes ces petites attentions de nos réunions de mandat. Et comme tu dis, Anne-Sophie, c'est très lié aussi aux stéréotypes, hein, cette histoire de café. Hein. Donc la femme qui est là, bien sûr, elle n'est pas là pour la réunion, mais elle est là pour faire le café. Dans le même genre d'anecdote, moi j'avais rencontré une femme lors d'une conférence qui représentait, j'ai oublié le nom, mais un super organisme lié à la défense nationale. Et elle me raconte, elle est nommée pour la première fois à ce poste. Il n'y a que des hommes dans cet univers donc de la défense nationale. Et elle est invitée à Bruxelles à une réunion avec ses homologues européens. Comme elle est un peu stressée, c'est sa première réunion, elle arrive en avance. Et effectivement, comme elle était toute seule dans la salle, elle va au café et elle se sert son café, mais parce qu'elle attendait que les autres arrivent. Et elle voit arriver tous les hommes, les uns derrière les autres, qui la voyant au café, lui demandent de faire le service du café. Et donc elle dit, j'ai pris un malin plaisir à servir tous ces messieurs et j'ai attendu le dernier moment pour aller m'installer à la table. Et en fait, c'était une grande table ronde, très très immense en fait, table ronde avec les micros, etc. Et elle disait, j'ai attendu elle a attendu donc tous les hommes s'installent à la table et elle s'est installée la dernière. Elle dit, j'ai bien fait claquer mes talons sur le sol quand je suis arrivée.
Je tirais ma chaise et il y avait le drapeau France, puisqu'elle représentait la France. Et là, elle a vu la tête des autres se décomposer. Elle dit, ils n'ont pas fait de commentaires, mais ils se sont décomposés quand ils ont vu qu'elle était en fait leur égale. Donc j'aime bien aussi cette anecdote, mais c'est très lié aussi aux clichés et aux stéréotypes. Je peux vous en raconter aussi, puisque Lucille et moi, donc, nous sommes cuisinistes. Donc, on va régulièrement sur les chantiers de nos clients pour faire des prises de côte, etc. Et on a affaire pour 98% du temps à des artisans hommes. Et c'est très régulièrement que ces messieurs remettent en cause nos prises de côte, nos compétences, les conseils. C'est jamais comme on n'a pas donné le bon conseil, quoi. Ils arrivent parfois à faire douter nos clients quand on n'est pas là. Donc voilà, du fait, moi je sais que la dernière fois, quand j'ai été faire une prise de côte chez une cliente, l'artisan était là. Et enfin, il arrivait en retard, donc j'avais fini ma prise de côte, j'avais pris mes notes, etc. J'avais plié, j'étais en train de discuter avec la cliente en l'attendant. Et en fait, il me dit, mais regardez, donnez votre mètre, je vais vous prendre les cotes. Il me dit, je lui dis, non, mais c'est déjà fait. Je lui dis, vous savez, c'est pas parce que vous êtes, que je suis une, enfin, je lui dis, c'est pas parce que je suis une femme que je ne sais pas prendre les cotes, c'est mon métier quand même. Et du coup, il s'est retrouvé un peu comme un andouille, quoi. Mais c'était, voilà, ça illustre aussi complètement ce propos, quoi. Ouais, exactement. Merci pour le témoignage. D'autres témoignages? Je pense qu'on en a plein, hein, mais... Donc, pour revenir et pour résumer sur les symptômes, donc on les a déjà abordés, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc, la peur de l'échec ou la peur de la réussite, le dénigrement de ses propres compétences, le besoin d'être remarquable, donc d'en faire toujours plus et parfois dans différents domaines, et puis le fameux cycle qu'on va regarder dans un instant. Alors, quelques illustrations aussi de ces symptômes, hein, avec des choses très pratiques aussi vues chez des personnes souffrant de ce symptôme. Donc, c'est un besoin d'approbation constante sur les travaux que l'on a fait, que l'on a réalisés. Ça peut être aussi relire de manière compulsive et dans tous les détails, toutes ces réalisations pour être certain que tout soit parfait. Donc là, c'est cette forte exigence. Justifier ses réussites par le oui mais, donc tout à l'heure je vous donnerai quelques tuyaux aussi pour avancer. Couper la parole quand on vous fait un compliment, donc ça aussi être très vigilante là-dessus. Se justifier auprès de son entourage. Ne jamais demander de l'aide aussi, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on aborde peu souvent, mais ne pas demander de l'aide par crainte que les autres se rendent compte qu'en fait vous ne connaissez pas le sujet. Ça, c'est très fréquent et notamment aussi dans des prises de poste. Ça peut se voir aussi. On n'ose pas appeler au secours, alors que quand on demande de l'aide, ça montre d'abord qu'on sait s'entourer de personnes et qu'on sait aussi aller chercher des compétences autour de soi. Alors après, on a aussi l'internal insatisfait ou insatisfaite. Hein. C'est penser qu'on aurait pu faire encore mieux. Voilà, c'est jamais parfait. Et puis se questionner sans cesse, voilà, sur le pourquoi du comment, pourquoi moi, mais comment ça se fait qu'il m'ait choisi moi, enfin, aller se questionner alors qu'il faut accepter les choses et pas aller chercher midi à 14h. Et puis aussi, donc, ne pas oser être promu ou avoir accès à de plus hautes responsabilités car on pense de ne pas le mériter. Donc, c'est cette peur de l'après. Si jamais on me donne le poste, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc ça, c'est des illustrations que vous connaissez et que vous avez dû peut-être déjà rencontrer. Alors, ce fameux cycle, tout à l'heure, voilà, on en parlait. En fait, on part du début, là, donc c'est tout en haut la première pastille, donc c'est une activité à réaliser. Donc, voilà, on va, par exemple, si on reprend l'exemple d'Anne-Sophie, on lui propose d'intégrer un board. Donc, ça peut être une activité familière ou une activité toute nouvelle. Première activité. Donc, deuxième bulle, l'anxiété qui commence à arriver. Donc, on va douter, on va faire des cauchemars, on va y penser la nuit, on va être stressé. Voilà. Donc là, ça fait monter de l'anxiété, du stress. Et là, on a deux comportements qui peuvent être mis en œuvre. Donc, un comportement de surpréparation, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on va bosser le sujet, on va vraiment aller tout regarder, tout lire sur le sujet pour être incollable. Donc c'est vraiment la surpréparation. Donc ça demande aussi une forte capacité de travail et d'implication. Ou, à l'inverse, on peut avoir aussi un comportement de procrastination. Donc, procrastination, on va reporter à demain, non, je le ferai plus tard, et on évite en fait l'action et le sujet parce qu'il nous dérange. On remet à demain.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Cette activité, ben, on l'a réussi, on a un bon résultat. On va à notre première réunion de board et puis on se rend compte que ben, finalement, tout se passe très bien, ça s'est super bien passé. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a le sujet de l'attribution de ce résultat. L'attribution, ça veut dire ben, à quoi est due ma réussite? À quoi je l'attribue? Donc là, on a deux types d'attribution. Soit on va l'attribuer à l'effort, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup bossé, donc bah, si j'ai réussi, c'est que j'ai bossé nuit et jour, je me suis surpréparée, donc j'étais hyper prête. Soit, bah, si on a procrastiné et qu'on n'a pas fait grand-chose, on va dire, bah non, mais là, j'ai eu vraiment de la chance. Le board, là, ils étaient hyper accueillants, hyper sympas, ils ont été sympas avec moi, donc si ça s'est bien passé, bah, je sais pas ce que j'ai eu vraiment de la chance. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dénigrer. Donc là encore, hein, c'est complètement inconscient ce mécanisme, hein, bien sûr. Hein. Les feedbacks positifs ou les indices de réussite qui vont nous être amenés. Donc c'est dans le langage, voilà, dans les feedbacks ou les commentaires qu'on va nous faire. On va faire du oui, mais, etc. Voilà, on ne va pas prendre pour argent comptant, en fait, ces indices de réussite. Et puis, qu'est-ce que ça va générer? Bah, le sentiment de tromper, de ne pas être à la hauteur. Et on reboucle le cycle, en fait. Ce faible sentiment d'efficacité personnelle, pour les futures tâches, en fait, on va de nouveau craindre de reprendre une tâche nouvelle ou plus importante. Donc, en fait, c'est ce mécanisme qui va générer cet auto-sabotage, hein, on peut l'appeler aussi comme ça, et qui va à la fin amener à cet auto-dénigrement de ses propres compétences. Donc là-dessus, je ne sais pas si vous voulez, alors ça c'était une petite proposition que je voulais vous faire, mais par rapport à des sujets que vous avez en cours, si vous avez des projets particuliers, alors soit on peut échanger comme ça, un micro ouvert de façon informelle, mais ce qui est important aussi, si vous ne voulez pas le faire de façon ouverte vis-à-vis de tout le monde, c'est de mettre par écrit ça, ces peurs, vos doutes, vos projets, parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'il y a un caractère secret à ce syndrome de l'imposteur. Évidemment, ça, on le garde sur soi, on ne va pas le partager aux autres parce qu'on n'a pas envie, encore une fois, qu'on soit identifié comme n'étant pas à la hauteur, etc. Mais quand on fait l'exercice et quand on le partage comme ça dans une communauté à plusieurs, alors ça peut être aujourd'hui dans ce contexte parce qu'on est entre nous et c'est un cercle bienveillant, ça peut être le partager avec votre meilleur ami ou quelqu'un que vous connaissez bien, en fait, de sortir le caractère secret de et se rendre compte aussi qu'on n'est pas seul, parce que très souvent on pense qu'on est la seule à avoir ce petit vélo dans la tête, et en fait, ben non, tout le monde est plus ou moins passé par là, et c'est très apprenant aussi de partager ses peurs avec d'autres. Donc je ne sais pas si certaines veulent témoigner à nouveau ou partager ces freins, ces peurs qu'elles peuvent avoir sur un projet qui peut être en cours ou à venir ou qu'elles ont expérimenté déjà. Je ne vois pas non plus ce qui s'affiche dans le chat. Donc, s'il y a des petits commentaires, Anne-Sophie, n'hésite pas à me dire. Nous, on a une nouvelle activité qu'on développe pour là, nouveau. En fait, on va faire du bureau, enfin de l'aménagement professionnel, et j'ai fait une formation en déco d'intérieur aussi. Et voilà, alors ça c'est chouette. Par contre, le côté effectivement un peu stressant et freinant, les craintes, c'est que ben voilà, c'est encore une activité nouvelle. Donc, on ne connaît pas forcément l'intégralité de nos produits encore. Et du coup, moi, je sais que j'ai des freins pour aller faire du démarchage. Voilà. Aller prospecter, parce que je me dis toujours, mais si on me pose la question auquel je ne sais pas répondre, enfin, à laquelle je ne sais pas répondre, par exemple. Ça ne fait pas très pro. Voilà. Même si je sais qu'il vaut mieux dire, ben là, je me renseigne et je reviens vers vous. Du coup, j'ai toujours un petit peu ce doute quand même. Je me dis comment je fais, quelle démarche je fais, comment je le fais, quoi, en fait, voilà, pour que ça puisse aboutir. Donc ça, tu peux essayer. Donc tu te fais une petite liste, tu mets par écrit tout ça, c'est doux. On pose une question à laquelle j'ai peur de ne pas répondre, c'est quelque chose de nouveau, je ne suis pas encore au top parce que je n'ai pas l'expérience. Tu te fais ta petite liste. Je vais te donner, à la fin, je vous donnerai un petit tip en fait pour justement en face avoir des réponses et pouvoir avancer. Mais tu vas voir que le fait déjà de l'exprimer et de le poser sur le papier,
ça va être, tu vas avoir la réponse qui va arriver assez vite. Effectivement, donc dans les réponses que tu peux faire à la question, on te pose une question piège, ben, ça arrive à tout le monde, enfin on ne peut pas tout savoir non plus. Donc dire très simplement, ben, effectivement, c'est une question, pour l'instant je n'ai pas la réponse, je me renseigne, je reviens vers vous, je vais faire des recherches. Bon voilà, tu dis que tu réponds très rapidement à la personne et que tu le fais après en montrant aussi ta réactivité et le suivi que tu peux avoir vis-à-vis de ce client. C'est très bien vu. Enfin, je veux dire, les gens, ils acceptent aussi qu'on réponde pas immédiatement à tout. On n'est pas non plus des puits de science infuses, chacune dans nos domaines. Voilà, donc aussi faire preuve de naturel. C'est un peu comme dans la prise de parole en public, quand quelqu'un me dit, ben, moi j'ai peur de bafouiller, j'ai peur d'avoir un trou. Ben, ok, ça arrive à tout le monde, ça arrive au meilleur d'avoir un trou et de bafouiller. Si on a un trou, on peut dire, bah zut, j'ai un trou, voilà, et dire les choses en fait simplement avec naturel. J'ai un trou, là, je ne sais plus ce que je devais vous dire, mais ça reviendra plus tard et enchaîner, voilà. Donc, essayer de faire preuve de spontanéité et de naturel, c'est quelquefois aussi une bonne réponse pour calmer ces peurs. D'autres réflexions là-dessus ou d'autres peurs qui peuvent être exprimées? Oui, pour moi, je sais pas si je peux prendre la parole. Oui, allez-y. Bonjour. Je suis dans une start-up en biotech que j'ai cofondée avec mon mari et là, on est dans une période très charnière où on est en train de faire une levée de fonds. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Enfin, voilà, forcément, j'ai peur de l'échec de la levée de fonds qui dit échec de la levée de fonds dit arrêt probablement de l'entreprise. Donc, c'est un gros enjeu. On a mis un peu toutes nos tripes dedans, enfin, comme je pense un peu toutes celles qui montent des entreprises. Et donc, oui, l'échec déjà et peur de cet échec-là et de me rendre responsable de ça, en fait. Donc, ça, c'est un vrai truc. Et puis, après, j'ose à peine l'imaginer parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais après, quoi. Aussi, quand on pense à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a fait pour arriver à ce niveau-là, on a fait des choses, hein, on a réussi des choses, mais on a fait aussi des erreurs. Et je me sens aussi un peu coupable de ça. Donc après, mon mari est très soutenant, parce que j'en parle et heureusement qu'il est là. Il va me dire que non, c'est pas de ma faute, qu'il y a eu telle ou telle chose, enfin voilà, qui ne sont pas forcément de mon fait, mais c'est difficile, quoi. L'entrepreneuriat, c'est pas une réussite immédiate tout de suite. Enfin, là, je pense que les autres FCE peuvent témoigner et te soutenir dans cette démarche. Et l'échec ou ne pas arriver à atteindre son objectif tout de suite, voilà, effectivement c'est difficile, un échec, mais c'est apprenant. Donc on ne refait pas les mêmes erreurs parce qu'on apprend de ses erreurs. Et là, sur l'exercice plus particulier de la levée de fonds, il y a peut-être des compétences chez les FCE, il y en a sûrement d'ailleurs, de personnes qui ont fait une levée de fonds avec succès et qui peuvent peut-être te donner des conseils, comment faire un pitch qui soit percutant face à des financiers, comment présenter le projet de façon impactante. Voilà, donc là aussi, le réseau peut être une source de solidarité pour accompagner des moments comme ça qui sont effectivement en jeu. Parce que là, on se dit, c'est normal, si j'arrive pas, mon projet, je ne peux pas le mener à bout parce que je n'ai pas les fonds nécessaires. Mais il y a aussi des compétences chez FCE et je pense que c'est aussi, on va dire, ça fait partie aussi de l'esprit du réseau, cette solidarité, ce partage d'expérience pour accompagner d'autres qui vivent les mêmes moments. Donc, pourquoi pas? Je ne sais pas si on peut faire un appel à compétences. Qui a déjà levé des fonds avec succès et peut t'aider dans cette démarche? Non, s'il n'y en a pas là, il y en a sûrement que vous connaissez dans d'autres, dans vos respectives, on peut mettre en rapport. Je lève des prêts, mais dans un cadre plus industriel. Là, on est vraiment dans une levée de fonds biotech start-up. Par contre, ouais, il y a des expertises financières sur le sujet chez FCE. Je reprendrai contact avec toi, Rosemary, après le. Merci. Rosemary, c'est de type.
On n'a pas entendu ce que tu disais, Isabelle. Je disais que l'idée d'exprimer voilà, comme vient de faire Rosemary, ben, c'est justement de trouver écoute, appui et soutien et se rendre compte qu'on n'est pas seul, que d'autres sont par là et on réussit dans ces situations à fort enjeu. Donc voilà, donc ça c'est important de pouvoir partager. Et Isabelle, Oui. c'est Samira, je veux juste intervenir. Je savais pas. Je veux juste intervenir sur ce sujet. Effectivement, l'exercice de la levée de fonds, hein, quand c'est un enjeu important, est très difficile, hein, que ce soit pour une femme, ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir avec le syndrome de l'imposteur, mais il y a quand même un sujet sur la levée de fonds quand le projet il est porté par une femme. C'est un exercice qui est difficile. Je pense que si l'enjeu il est vraiment important pour vous, moi, je vous conseille de vous faire accompagner parce que en fait, ça prend énormément de temps. Ça va vous occuper beaucoup. Et si en plus vous rajoutez le stress de l'échec, ça va avoir un impact sur l'activité et c'est pas l'objectif. Hein. Je pense qu'il faut se faire accompagner. Et donc, quand tu dis se faire accompagner, qui peux-tu lui recommander, Samira, un financier, quelqu'un qui a vécu la même chose ou un leveur, en fait, voilà. Je ne connais pas très bien le projet, mais si, en fait, vous pouvez me contacter, puis je pourrais vous donner 2-3 conseils, si vous voulez. Nous, on accompagne les startups, donc on a l'habitude de voir un petit peu cet exercice. Donc, je peux vous conseiller sur 2-3 pistes pour en fait, gérer ce stress. Génial, merci Samira, formidable. Merci. On vous met en contact après la séance. Ouais. Merci. Alors, on va aborder le sujet des pensées limitantes, parce que ça, c'est effectivement un sujet qui est très prégnant. On a parlé de croyances aussi tout à l'heure. Donc, ces pensées limitantes, c'est le fameux petit hamster, petit vélo, vous l'appelez comme vous voulez, qui trotte dans la tête, et qui consiste en fait à dire très souvent je ne vais pas y arriver, il faut que je réussisse coûte que coûte, enfin vous les connaissez ces pensées. Et ces pensées limitantes, en fait, ce sont des filtres qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Donc c'est effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça prend sa source dans l'éducation, dans la culture, dans l'expérience passée, voilà. Ça vient d'un ensemble en fait d'origines qu'on a vu, mais ces filtres-là, ils vont nous faire voir la réalité avec des filtres, enfin, c'est la réalité telle que nous, on l'aperçoit. Et ce qui est important aussi, c'est de connaître en fait le mécanisme de ces pensées limitantes. Et pour simplifier, en fait, moi j'aime bien les présenter avec ce triangle qu'on appelle ce triangle pensée, émotion, comportement. En fait, on part d'une situation, prenons l'exemple de la levée de fonds. Je dois faire une levée de fonds qui est un enjeu majeur pour la survie ou le développement de mon entreprise. Donc, ma pensée immédiate, c'est j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà, j'ai peur de ne pas y arriver. L'enjeu est très gros, je ne l'ai jamais fait. L'émotion. Donc, cette pensée va déclencher une émotion. Donc, l'émotion, c'est ce que je ressens. Donc, vous connaissez les émotions principales, joie, tristesse, colère, peur. Donc là, en l'occurrence, j'ai peur. Donc, ça va me déclencher du stress. Et ce stress-là, cette émotion-là, elle va déclencher un comportement. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en action? Qu'est-ce que je fais? Ou je ne fais pas, d'ailleurs, après cette émotion. Et donc, alors là, dans l'exemple de Rosemary, pour l'instant, elle se renseigne, elle va faire des choses. Mais si elle a très peur, elle peut aussi avoir un comportement inadapté, on va dire, dans ce genre de situation. Donc, ce qui est important à comprendre, que c'est dans ce triangle, en fait, la pensée limitante, puisqu'on parle d'elle du haut de la pointe du triangle, va nous faire déclencher des émotions et bien sûr des comportements. Donc, en fait, très souvent, les pensées telles qu'elles nous arrivent comme ça, c'est des pensées automatiques, hein, elles sont complètement inconscientes aussi, on n'en a pas justement conscience. Et l'exercice, quand on travaille sur les pensées limitantes et sur les croyances, c'est d'aller identifier ces pensées. Et bien sûr, vous l'avez facilement intégré ou compris, c'est de les remplacer par des pensées
plus adaptée, plus facilitante. Hein. Ça paraît évident à faire, mais effectivement, c'est la démarche qu'il faut faire. Alors, comment on arrive à flexibiliser une pensée limitante? Flexibiliser, ça veut dire on va réévaluer ses points de vue, sa façon de voir les choses, et qui très souvent est pessimiste, hein, bien sûr, ou est négative, et on va essayer de développer des visions alternatives. L'idée, là derrière, c'est de générer des conduites qui vont être plus adaptées, plus positives, et qui vont aussi vous faire gagner en énergie, parce qu'on le sait, quand on a des pensées comme ça qu'on rumine dans la tête, qui déclenchent du stress. C'est comme ça aussi qu'on arrive à des situations d'épuisement professionnel, de burn-out, on perd le sommeil. Bon, voilà, il y a des conséquences qui peuvent être très lourdes et très négatives. Donc l'idée, c'est d'aller regarder les choses de façon un peu différente. Donc, pour arriver à flexibiliser une pensée, par définition, il faut pouvoir l'identifier, cette pensée. Donc, un premier exercice que vous pouvez faire, c'était un peu l'idée aussi que je voulais vous faire tout à l'heure en identifiant vos craintes, vos peurs, c'est de mettre tout ça sur le papier. Je pourrais vous faire passer ou donner à Anne-Sophie si vous voulez, j'ai des petits tableaux en fait tout près qui permettent aussi de voir, voilà, dans cette situation, voilà ma pensée, c'est ma crainte, mon doute, c'est ça. Ça génère telle émotion, un niveau de stress, et ça génère tel comportement. Et comment je fais pour remplacer cette pensée-là, pour voir les choses un peu différemment? Alors, voir les choses différemment, quand on arrive à être conscient ou qu'on est accompagné, effectivement, c'est plus facile. Mais c'est une démarche qu'il faut intégrer au fur et à mesure. Hein. Vous n'allez pas du jour au lendemain y arriver, mais déjà, dans la prise de conscience de ces pensées limitantes, on va arriver à les travailler. Alors, je vous donne un exemple, donc sur des situations assez simples, hein, le fameux « je ne vais jamais y arriver » ou « je ne vais pas y arriver ». Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et si j'ai des difficultés, justement, je peux demander de l'aide à des collègues, à des amis, à mon réseau professionnel, à des personnes qui ont déjà vécu cette expérience et qui peuvent me donner des bons conseils. Donc voilà, et flexibiliser la pensée « je ne vais jamais y arriver » qui est quelque chose de définitif et qui est très enfermant, ça ne va pas être facile, mais je vais y arriver et je vais prendre appui sur des gens, par exemple. Et alors aussi, si je demande de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Donc ça peut être des situations, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des situations de promotion professionnelle, on est promu à un super poste et on se dit, non, je ne peux pas demander de l'aide à quelqu'un parce que je suis censée être au top dans mon poste, à mon niveau. Mais au contraire, si je demande de l'aide, c'est aussi, ça montre que je peux faire preuve de compétences de résolution de problèmes, que je sais identifier les compétences, par exemple dans mon équipe ou chez les pairs, des gens qui sont au même niveau que moi, et c'est aussi une compétence qui peut m'être reconnue. Et si je ne fais pas aussi bien que les autres, je ne suis pas à la hauteur. Donc là, c'est la fameuse comparaison qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, à ce moment-là, on peut se dire, si je ne fais pas aussi bien que les autres, je ne suis pas pour autant pas à la hauteur. C'est juste humain. Et en fait, on va aller aussi démolir cette impression de comparaison sociale. Donc, on a vu effectivement toutes ces pensées qui nous trottent dans la tête et qui vont nous amener à avoir ces comportements. Quelques petits conseils là-dessus. Donc, on l'a un petit peu vu, mais je vous le remets ici. Et je pourrais vous faire passer ce fameux petit tableau, parce que j'ai un tableau tout prêt pour faire ça. Donc, c'est les noter, ces pensées limitantes. Donc, noter le contexte aussi, dans quelle situation ça se présente. Noter aussi les émotions donc, et les comportements associés. Et puis, peut-être un niveau de stress qui va être associé. Donc, sur une échelle de 1 à 10. Donc là, je suis plutôt à 7, je suis plutôt à 8. Où est-ce que j'en suis? Pour les flexibiliser aussi, vérifier l'exactitude de ces pensées avec un questionnaire de type scientifique. Mais qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas à la hauteur? Quelles sont les preuves matérielles de ça? Est-ce que quelqu'un m'a déjà fait une réflexion? Est-ce que j'ai déjà eu un feedback négatif là-dessus? Donc souvent, quand on se fait ces petits films dans notre tête, quand on se pose ces questions hyper simples, qu'est-ce qui me prouve que? Quelles sont les preuves matérielles? Est-ce qu'on m'a déjà fait un feedback comme ça?
Je vous reprends l'exemple tout à l'heure de la personne dont je vous parlais qui avait du mal à parler en public. Je lui ai dit, mais quand vous avez fait vos prises de parole, est-ce qu'on vous avait dit que vous avez été mauvaise? Est-ce que quelqu'un vous a dit, c'était pas très clair ce que tu as présenté? Elle dit, ben non, jamais, au contraire, les gens étaient plutôt contents. Voilà. Et alors qu'elle se mettait une super pression avec cette prise de parole. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va prendre un peu de recul parce qu'on l'a vu aussi, ces croyances, c'est des filtres. Donc, des filtres, ça veut dire qu'on le passe au tamis de notre propre expérience, réflexion. Et en fait, il faut essayer de regarder les choses sous un autre angle, avec des nouvelles lunettes. C'est comme si vous changiez de lunettes sur vos propres comportements. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un de bienveillant, bien sûr, et qui, un proche, un ami, qu'est-ce qu'il penserait de cette situation? Comment lui verrait les choses? Donc cette prise de recul, elle est très importante à faire. Ensuite, un autre travail qui peut être fait aussi, c'est sur ce qu'on appelait l'attribution responsable. On l'a vu tout à l'heure, vous vous souvenez, dans le schéma avec les bulles là, du cycle de l'imposteur. Essayez aussi de remplir ce petit tableau pour chaque situation. Donc, en situation de réussite, voilà, vous avez Anne-Sophie, il a eu sa première réunion de board, ça s'est super bien passé. À quoi est attribué ce succès? Donc, on va regarder quelle est l'attribution. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi dans cette première réunion de board? Donc, comment vous faites? Quelle est la clé du succès? Troisième point, cette attribution, est-ce qu'elle est interne? Donc, c'est moi, mes compétences, j'avais bossé pour, j'étais plutôt à l'aise, je m'étais préparée. Ou est-ce qu'elle est externe? Donc, externe, on l'a vu tout à l'heure, succès basé sur la situation, quelqu'un d'autre m'a accompagné, j'ai eu de la chance, etc. Ou est-ce que c'est les deux? Et donc là, vous pouvez aussi essayer de voir et de faire la balance entre les deux. Et si vous avez attribué le succès à des causes externes, parce qu'évidemment, vous comprenez que l'idée, c'est que le succès, il faut qu'on se l'attribue à soi avant tout, est-ce que vous pouvez faire une attribution alternative qui puisse reprendre vos propres compétences pour que vous puissiez, en grande partie, vous attribuer ce succès? Donc ça, l'objectif de ce petit exercice que vous pourrez faire tranquillement, c'est bien sûr d'approfondir aussi l'auto-observation du syndrome de l'imposteur, comme on l'a vu dans le schéma, le mécanisme, comment il fonctionne, et puis améliorer votre sentiment d'efficacité personnelle en passant par une meilleure attribution des succès. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Dans la dynamique comme ça de positivité, on va dire, il faut évidemment apprendre à accepter ses réussites. Donc, plusieurs étapes. Avoir un regard juste sur soi, parce que très souvent, on se rend compte qu'on est super exigeant avec soi-même. Donc, cultiver sa fierté, avoir un regard juste sur soi, ne pas se comparer. Donc, la réussite aussi, chacun a sa propre vision de la réussite. Hein, c'est très personnel. Hein. Vous n'avez pas forcément la même vision que votre voisin sur la réussite. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a un parcours, on a des enjeux, on a une culture, on a une éducation qui font que chacun a sa propre vision de la réussite. Donc voilà, la comparaison sociale ou la comparaison de la réussite, elle n'est pas forcément appropriée. Donc la bienveillance avec soi-même, donc là un truc c'est parlez-vous un peu comme vous parlez avec votre meilleur ami. Quand vous avez votre meilleur ami qui va vous solliciter et qui va vous partager quelque chose, généralement vous êtes bienveillant, faites pareil avec vous-même. Et puis aussi dépasser la peur de l'échec en les remettant à leur juste place. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de cet échec? Il y a forcément des raisons, des circonstances. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Et surtout, qu'est-ce que ça va vous apporter de positif? Même si ça paraît paradoxal, il y a aussi du positif. Il faut aller chercher ce qui est apprenant dans un échec. On n'a peut-être pas bien préparé son pitch. Donc, la prochaine fois, si je passe devant des financiers pour solliciter un prêt ou des fonds, je vais mieux muscler mon pitch, je vais mieux le préparer, je vais faire quelque chose de plus court, plus impactant. Voilà, donc les échecs sont apprenants, même s'ils sont difficiles de prime abord, c'est toujours apprenant, il faut apprendre à les analyser. Et puis aussi, creuser votre singularité et vos différences pour en faire une force. Donc ça, c'était l'exemple que je vous disais tout à l'heure de ma directrice de cette boîte de conseil qui disait « je ne sais pas parler en public, mais après tout, même si je n'ai pas la technique, j'arrive à les faire passer mes messages à ma façon, avec ma personnalité, avec mon propre style. » Donc c'est le soyez authentique.
De la même façon que dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, si je ne sais pas répondre à une question, bah, je vais être naturel et dire, bah, écoutez là, vous me posez une colle, mais je vous promets de trouver la réponse et de revenir vers vous très très vite avec la bonne réponse. Autre conseil aussi basique, hein, mais on l'a vu dans la partie feedback, c'est savoir accepter les compliments et les prendre et dire merci tout simplement. Et tenir un cahier de réussite, donc je vais y revenir tout à l'heure, mais voilà, prenez cette habitude aussi de noter tout ce que vous réussissez bien, ça peut être quand vous avez des captures d'écran, des félicitations, vous avez reçu un mail de félicitations, ben voilà, vous collez tout ça, vous mettez tout ça dans votre cahier, vous collez des photos, les petits mots, les preuves du succès, je ne sais pas, vous avez fait un post LinkedIn qui a eu tant de vues, et plein de gens vous ont félicité sur quelque chose que vous avez fait. Ça, c'est super bon pour le moral, d'abord. Et puis, vous allez voir que quand vous allez prendre votre cahier à la fin de l'année, vous allez voir tous ces événements que vous avez peut-être oubliés, d'ailleurs. Souvent, en entreprise, et quand on fait des entretiens d'évaluation, c'est une fois par an. Et quand on ne fait pas ça, ben, on peut oublier aussi des choses au cours des événements ou du fil des circonstances. Donc, c'est toujours bien de les noter et de vous faire cette progression. Et c'est super bon aussi pour renforcer la confiance en soi, comme on l'a vu tout à l'heure. Un point aussi important qu'on dit beaucoup en coaching, c'est de travailler sur ses forces. Alors, bien sûr, on a tendance à dire bah, j'ai des points faibles, il faut que je travaille mon point faible. Mais en fait, le plus important, c'est de travailler sur ce qui fait déjà nos forces pour les renforcer et connaître ses forces. Vous pouvez être super forte en communication, ben voilà, vous allez renforcer cette compétence et vous appuyer là-dessus. Sur ce travail des forces et le fait de, au contraire, ne pas aller chercher à trop travailler ses points faibles, parce que d'abord, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas arriver. On cite souvent, je ne sais pas, vous vous souvenez toutes de Ivan Lendl, qui était un tennisman quand même très doué, et son point fort à lui, c'était le coup droit. Donc c'est en sport, c'est valable en sport comme dans des compétences professionnelles. Hein. Donc lui, sa technique, enfin là où il était super fort, c'était le coup droit. Et il a eu plein d'entraîneurs qui lui ont dit, ben, on va t'apprendre à muscler ton revers parce qu'en revers, ben, voilà, ça part moins bien, tu es moins fort en revers. Et en fait, il n'y arrivait pas. Jusqu'au jour où il a eu un entraîneur qui a dit, bon ben ok, ton revers, il est ce qu'il est, on a vu, tu n'arrives pas à faire mieux. En revanche, ton coup droit, on va encore plus le muscler et ça va être des vrais points gagnants à chaque fois que tu vas avoir tu vas lancer ce coup droit. Et effectivement, il a eu de grands succès dans différents tournois. Voilà, donc cette image sportive pour vous dire que vous aussi, travaillez sur vos forces, ça implique aussi de l'identifier et d'aller chercher pourquoi vous êtes doué, qu'est-ce que vous savez bien faire, et ça va faire partie de vos réussites. Et puis aussi relativiser l'importance de la performance et du regard des autres, on l'a vu aussi. On a vu que bah, vous avez droit à l'erreur aussi, ça arrive à tout le monde de faire moins bien à un moment donné, et c'est pas grave. Hein. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous avez une performance un peu en dessous, et si vous n'êtes pas au niveau maximum de l'exigence, là aussi, essayez de faire baisser un peu la pression pour évaluer cette performance. Alors, sur le langage, tout à l'heure, je vous disais arrêtez les oui, mais. Hein, donc, au lieu de dire oui, mais, essayez de dire oui et. Voilà, donc vous renforcez le oui, vous acceptez le compliment et ben, vous allez ajouter quelque chose de positif. C'est très important le langage, hein, on ne s'en rend pas forcément compte, mais de la même façon que quand, au lieu de dire un échec, ben, c'était un essai, c'était une tentative. Voilà, j'ai fait un premier essai. Au lieu de dire bah, ça m'étonnerait que ça marche, hein, bah, vous allez dire qu'avec un peu de chance, ça a marché. Hein, c'est comme dans les bronzés. Hein. C'était quoi sur la formule exacte sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Même chose aussi, je suis trop vieux, je suis trop vieille. Ça, combien de fois on l'entend? Je suis trop vieux pour me former, je suis trop vieux pour faire ça. Ben non, j'ai de l'expérience. Je ne suis pas trop vieux, j'ai de l'expérience. Et l'expérience, ça se valorise. Un obstacle peut devenir un défi. Je suis incapable de faire ça. Bah, au lieu de dire, vous voyez, quand on flexibilise aussi sa pensée, hein, parce que ça peut être aussi une pensée limitante, ça. Je ne vais pas y arriver, je suis incapable de faire ça. Bah, comment je peux faire pour réussir? Comment je vais arriver à justement franchir cette étape? Comment je vais m'entourer? Comment je vais être aidée? C'est trop difficile, ben, c'est formateur.
Moi, j'ai repris des études après 50 ans. Je peux vous dire que c'était difficile d'aller ingurgiter des cours de psychologie et autres, et on se dit on va jamais y arriver. Bah, c'est formateur, voilà. On apprend des choses, on le fait à son rythme, voilà, on apprend. Au lieu de dire quand vous avez réussi quelque chose, ouais, c'était pas mal. Bah non, c'était bien. Voilà, c'était bien. C'était pas mal, c'était bien. Et au lieu de je vais échouer encore une fois, ben non, je me donne une autre chance de réussir. Voilà, donc ça, ce langage, adoptez-le. De la même façon aussi, donc ça c'est très souvent dans le discours de Marlène Schiappa, et on l'a encore entendu l'autre jour là, quand on était, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là à la réunion des femmes du MEDEF, où il y avait la nouvelle ministre de l'égalité, il y avait Marlène Schiappa, et dans ses conseils qui sont toujours très directs et avec un franc-parler, moi que j'aime bien, sans langue de bois, elle dit aussi, mais vous les femmes, arrêtez de dire petit. Hein, j'ai un petit budget, j'ai des petits succès, j'ai que des petits trucs. Bah non, vous demandez un budget, c'est pas un petit budget, vous demandez un budget. Donc déjà, on parlait des levées de fonds tout à l'heure, hein, vous bannissez tout ce langage qui diminue et vous remplacez tout ce langage négatif par des choses plus positives. Et être dans cette dynamique positive, vous allez voir, ça va aussi générer le succès. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être un petit feedback sur cet aspect langage et positiver le langage, si tout est clair pour vous. Non, c'est bon? Tu vois rien dans le Anne-Sophie? Il y a Samira qui a fait une phrase qui pourrait être une phrase de conclusion sur la zone d'excellence renforce la confiance et relativise les faiblesses. Magnifique. Bravo, j'adopte, il y a Isabelle et je la suis 100%, j'adopte le cahier des compliments. Ouais. C'est vraiment pour moi quelque chose aussi. Et le merci parce que je suis toujours à relativiser aussi en trouvant plein de personnes qui sont encore plus à avoir la réussite que moi quand on me félicite. Et là, ouais, c'est un truc vraiment, maintenant, je commence à m'obliger à dire merci, je prends la réussite pour moi et je la partage, mais je la prends aussi pour moi. Exactement, ouais. C'est un très bon réflexe, ça. Le cahier des compliments, ouais, c'est une bonne. Alors, justement, voilà, petit cas pratique, hein, le cahier de réussite. Donc, à partir de, on va dire demain, allez, vous allez choisir pour chaque jour. Alors, si vous voulez faire une fois par semaine, évidemment, hein, voilà. Vous choisissez, mais chaque jour, c'est assez sympa et ça reprend. Je ne sais pas si vous avez lu aussi un bouquin qui est plein d'énergie positive et qui est les 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Donc, elle conseille de faire le carnet des 3 kiffs par jour. Donc, et ça peut être des kiffs, ça peut être des choses assez simples, hein. 3 accomplissements par jour, indépendamment de leur ampleur. Ça, c'est important. Ça peut être des petits pas comme des choses plus significatives. La seule chose qui compte, c'est que ça vous fasse plaisir. Donc, que vous ayez réussi quelque chose. Ça peut être avec vos enfants. Moi, je faisais faire les 3 kiffs par jour avec mes enfants quand ils étaient petits, quand ils rentraient de l'école. C'était assez rigolo. Et c'est vrai que maintenant, ils sont plus grands, bien sûr, ils sont étudiants, mais ils ont gardé aussi ce réflexe de retenir que des choses positives de sa journée. Et ce qui est important aussi, c'est que quand vous notez ces réussites, c'est la fameuse attribution qu'on a vue tout à l'heure, l'attribution responsable, vous notez les qualités, les compétences, les talents dont vous avez fait preuve pour les mener à bien. Donc ça vous aidera aussi à reconnaître ses forces et ses compétences. Et qui sait, dans un prochain entretien de recrutement, un entretien important que vous allez avoir avec quelqu'un qui peut vous aider sur tel ou tel sujet, vous saurez dire, voilà, moi, mes principales compétences ou mes qualités ou mes talents, c'est ta. Et là, vous saurez énumérer, alors que quelquefois, on n'est pas forcément prêt à énumérer ou on n'ose pas se valoriser en disant, moi, mon truc, c'est la communication, je suis super forte pour faire ceci et cela, et voilà ce que j'ai déjà réalisé. Donc, vous allez voir que à tenir ce cahier de réussite ou cahier de compliments, vous l'appelez comme vous voulez, vous allez voir que ça va renforcer votre confiance et qu'à la fin de l'année, vous allez avoir un cahier bien rempli qui va vous aider aussi à vous projeter vers la suite et à voir les choses de façon hyper positive. Et on va le dégommer, le fameux syndrome de l'imposteur, bien entendu. Dernière partie aussi,
j'aime bien appeler ça se réinventer. Donc, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on s'est dit, hein. Donc, apprendre à mieux me connaître, donc mes talents, ma zone d'excellence, comme tu disais, Samira. Dépasser les peurs et les blocages. Donc, ça, on l'a vu. Les peurs, vous les identifiez, vous les mettez par écrit et vous voyez comment vous pouvez trouver une façon alternative pour les contourner. Identifier ce que vous aimez faire, ça c'est aussi super important. C'est ce qu'on appelle les motivations primaires. Donc, identifier ce qu'on aime faire, c'est des choses qu'on fait avec plaisir, qu'on fait facilement. Et quand on est en période ou de transition professionnelle ou de changement d'activité, c'est important de se baser sur ces fameuses forces, mais surtout des choses qu'on aime faire et qu'on fait avec facilité. Et alors, quand on fait des bilans de compétences, ça peut être retrouver des choses que vous faisiez, je ne sais pas, quand vous étiez ado ou plus jeune ou étudiante, que vous avez perdu de vue. Ça peut être retrouver ça qui vous animait et le remettre au goût du jour. Explorer aussi de nouvelles facettes, ça c'est aussi une bonne façon, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans la zone de confort, quand on sort de cette zone et qu'on va vers la zone d'apprentissage, donc d'expérimenter des nouvelles choses et d'aller de l'avant. Le définir mon why, donc ça c'est plutôt aussi quand on est en phase de création d'entreprise ou de définition d'un nouveau projet. Ben voilà, le why ça fait référence, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Alors c'est une vidéo qui est sur YouTube de Simon Sinek, S-I-N-E-K, sur le why et le golden circle qui est vachement importante aussi et qu'on peut, alors là il le fait plutôt dans le cadre d'entreprises qui vont développer des nouveaux marchés, mais on peut se l'appliquer aussi à soi. Voilà, c'est quoi mon why, vers quoi je veux aller, en partant de ce que je sais faire, ce que j'aime faire et qu'est-ce que ça va me donner comme projet professionnel. Donc ça aussi, très important. Et puis, repérer petit à petit les signaux du changement. Donc, quand on a vu tout à l'heure les symptômes de l'imposteur, qu'est-ce qui change? Une fois que vous allez mettre tout ça en pratique, vous allez voir, des choses vont changer, vont bouger, vous allez oser faire des choses, vous allez avoir plus la pêche et retrouver aussi une énergie, parce que ça, c'est quelque chose de super important aussi pour faire face à des nouvelles expériences. Voilà, donc on termine cette session avec quoi je repars. Donc là, soit vous prenez le temps de le faire maintenant, soit vous le faites tranquillement, mais essayez de dire, voilà, qu'est-ce qui va changer dans mon activité, mon projet, ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire différemment, comment je peux combattre ce syndrome de l'imposteur avec les différentes actions qu'on a vues. Et comment je peux aller de l'avant de façon positive et optimiste, comme le sont toutes les femmes chefs d'entreprise, bien sûr. Et si vous voulez, bien sûr, si quelqu'un veut le dire à voix haute, bien sûr, avec plaisir. Des questions, des réactions, n'hésitez pas. C'est ma page de pub de la fin. Moi, je veux juste te dire merci parce que, bon, tu sais, c'est un sujet sur lequel j'ai un peu réfléchi, travaillé, mais là, je trouve qu'il y a vraiment des outils qui sont pratiques. Bon, je reviens sur le cahier de réussite, hein, qui est vraiment, j'ai jamais eu l'idée, pourtant, Dieu sait si je fais des cahiers pour tout, et celui-là, je ne l'avais jamais fait. Je pense que c'est justement parce que le point sur lequel, à mon avis, j'ai vraiment à bosser, c'est apprendre à accepter les compliments, à dire merci, sans forcément essayer de justifier que oui, mais bon, c'est pas grand-chose, bon, n'importe quel couillon peut le faire, enfin bon, voilà, donc des trucs comme ça. Donc accepter les compliments et me créditer de ces compliments, c'est bien. C'est bien, ça va être du boulot, mais c'est bien. Et voilà, super, bravo. Merci à toi. Merci Isabelle pour ce feedback. Merci, c'était très très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous allez changer? Donc, voilà, Isabelle a dit, moi, je vais accepter les réussites, les compliments. Qu'est-ce que vous allez changer d'autre? Ça, déjà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Oui, mais ça, de réussite, l'idée nous a bien plu. C'est un outil qui est pratique, mais en fait, c'est vrai que ça permet aussi de revenir dessus, justement, et pouvoir voir nos évolutions aussi, parce que ça permet aussi de voir comment on a évolué dans le temps et de se rassurer par rapport à nos compétences et
et de voir que finalement, on ne stagne pas et qu'on évolue, quoi. Ouais. Non, pas plus. Angélique qui dit merci, mise en place du cahier, y compris pour mon fils. Ouais. Je pense que c'est dysphasique peut-être, et je pense que ça lui fera du bien pour sa confiance en soi. Je te confirme parce que le mien, il est dysphasique aussi, et l'éducation nationale l'a massacré, et il a appris à avoir confiance en lui par des personnes, notamment aujourd'hui, il est commercial, alors qu'on lui a toujours dit que jamais il serait capable de s'exprimer, alors qu'il adore ses clients et qu'il apporte plein de trucs. Et ouais, il faut leur faire écrire les trucs positifs parce qu'ils prennent tellement de coups dans la figure. C'est hyper important. Qu'est-ce que c'est dyspraxique? C'est dysphasique ou dyspraxique. Moi, mon fils, en fait, il prononçait que la fin des mots. Il sautait les premières syllabes du mot et donc, c'est sûr qu'on ne le comprenait pas pas bien. Il était nul en français. Et Angélique. Ouais, c'est pas Angélique, tout à fait la même chose, c'est l'information qui va pas directement au cerveau. Elle fait le tour, puis elle peut s'arrêter, elle peut aller au cerveau au bon endroit, elle peut aller sur un autre endroit, puis elle peut être perdue. Donc il fait tout normalement, hein, il y a toutes les compétences y sont, mais ça peut prendre un temps fou, quoi. C'est vrai que d'écrire peut-être au moment, ça peut lui donner des pistes aussi. Ouais, c'est ça. Le problème qu'il a, par exemple, c'est sur la lecture. Bon, moi, il a bientôt 8 ans, hein, c'est un petit. Et sur la lecture, il a beaucoup de mal à... Du coup, le mot se perd au milieu, en fait. Il sera personnalité de l'oral. C'est très bien aussi, l'oral. Oui. Enfin, il faut leur donner d'autres espoirs. Mais effectivement, je te rejoins, ils sont cassés par l'école, par les copains. C'est horrible. Ouais. Mais c'est ce que disait Isabelle. C'est intéressant aussi le regard que tu nous as donné, Isabelle, sur notre responsabilité aussi, nous, en tant que parents, ou les jeunes qu'on a autour de nous, ou nos jeunes salariés qui arrivent aussi, de cette exigence pour nous aussi, de nous remettre en cause dans l'autre sens, de se dire qu'il faut qu'on les encourage et qu'on les félicite des progrès, des choses positives aussi, et pas juste de leur faire des feedbacks quand il y a une merde dans le travail qu'ils nous font. Et ça aussi, ça fait pas mal réfléchir, je trouve, sur notre rôle de manager dans nos entreprises et comment on peut accompagner nos propres managers. Moi, j'ai une directrice du SAV qui le reconnaît, hein, qui ne sait pas dire merci et qui se met en échec, en fait, parce que du coup, elle est que dans la relation difficile avec son équipe parce qu'elle ne partage pas les plaisirs. Alors, moi, j'étais manager en restauration rapide pendant plusieurs années. Et c'est vrai que le manque de confiance en eux de certains jeunes, parce que c'était aussi leur premier métier, ça se voyait pour certaines personnes. Et je me rappelle très bien d'une barista, justement, qui c'était pas qu'elle manquait des compétences, elle connaissait tout, mais en fait, elle était tellement stressée que la moindre petite erreur qu'elle faisait, après, c'était fini pour la journée, elle renversait tout, elle se rappelait plus de rien. Et en fait, c'est vraiment avec les remerciements et en reprenant, alors, justement en faisant le feedback sur ce qu'elle a mal fait, mais en la rassurant, en lui rappelant que en fait, on fait tous des erreurs, c'est pas grave. Ouais, c'est l'amélioration. Au fur et à mesure, elle a gagné en confiance en elle et elle a évolué. Et après, pour le dire merci, je sais que nous, on avait des cartes. Parce que c'est vrai qu'en fait, des fois, dans le courant de la journée, il y a plein de choses à faire et les managers, ça court partout. Et le merci, des fois, on est tellement concentré sur les objectifs et ce qu'il y a à faire que c'est oublié. Et je sais que nous, en fait, on avait l'habitude, une fois dans la semaine ou une fois dans le mois, de donner une petite carte merci à telle personne pour telle chose. Et en fait, ça revalorisait un peu les personnes et l'équipe. Et ça permettait d'avoir des relations plus sereines aussi. Et du coup, ils savaient que même si sur le coup, on ne leur disait pas merci, derrière, ça allait quand même arriver. Et pour votre collègue, peut-être que si elle a tendance à pas y penser sur le coup, elle peut peut-être se créer un petit outil comme ça. Ou, voilà. Ça arrive après coup, mais au moins ça arrive. C'est culturel, je pense, parce que pour avoir vécu à l'étranger pendant quasiment 10 ans,
Dans les pays anglo-saxons, on va renforcer tout ce qui est positif. Et en France, d'ailleurs, on n'a rien qu'à voir. Je reprends votre exemple, l'éducation nationale. Mon fils est triple 10, donc 10 orthographique, dyslexique et dysphasique. Les profs corrigent en rouge, mettent des points d'exclamation et vont d'abord dire tout ce qui est fait de mal, mais pas que les profs. Je veux dire, vous avez dit manager, mais même dans. Voilà, je pense que c'est. Le système qui est comme ça. C'est C'est culturel. même la société française, parce que même les clients, nous, quand on présente les projets, combien j'en ai qui nous disent ouais, c'est pas mal. Et je leur dis tout le temps, c'est pas mal ou ça vous plaît? Parce que c'est pas pareil. Et du coup, les gens se disent, ah ben oui, mais c'est pas mal, ça veut dire que ça me plaît. Ben non, c'est pas pareil. Oui, c'est une phrase négative. Voilà, dans le langage, c'est ça, on a l'habitude d'être très, très négatif en France. C'est pour ça, c'est culturel. Alors, il y a un livre, je ne sais pas s'il a été traduit en français, c'est How Full is Your Bucket? C'est-à-dire, si votre seau n'est pas rempli de positif, vous avez du mal à distribuer le positif. Et c'est un livre très court qui est facilement distribuable dans les entreprises. Bon, après, je ne sais pas s'il est traduit. Mais, en vous écoutant, j'ai envie de faire un truc dans la boîte, de faire un tableau des merci, de se dire, on met un grand tableau et chacun, une fois par semaine, va dire merci à quelqu'un. Enfin, écrit un petit post-it, ça peut être juste un post-it de la semaine, pour qu'on se mobilise sur les trucs positifs. Mais c'est ça. Ou les départs de réunion d'équipe. Chacun à tour de rôle dise sa réussite ou ce qu'il a apprécié de la semaine, quoi. Ouais, parce que souvent, la routine. La maîtresse de mon fils, elle a mis en place ça, justement. Ouais, ils ont 3 boîtes. Ils ont une boîte où ils doivent gérer, ils demandent à avoir des rendez-vous avec la maîtresse et une autre personne s'ils ont un problème. Ils ont une boîte de remerciements et une boîte de questions pour la vie collective. Alors ça, c'est chouette parce que moi, quand j'avais mon fils, bon, maintenant il a 17 ans, mais qui était à l'école et qui était plutôt manuel qu'intellectuel, c'était un peu compliqué aussi. Et eux, par contre, ils avaient des bons qui étaient très, très négatifs. Et justement, je m'étais un peu accrochée avec des billets de lenteur, des billets de violence, des billets enfin, tous ces genres de trucs. C'était très, très compliqué. C'est destructeur, ça, quand même. Ah ouais, et ça, je m'étais vraiment accrochée avec l'institutrice et la directrice parce qu'elle m'avait dit mais c'est pas vous de juger notre travail. Et donc, je lui avais répondu à partir du moment où vous stigmatisez nos enfants, et en l'occurrence mon fils, et que ça lui fait du mal, je lui dis je suis désolée si du coup je peux être juge là pour ce qui se passe parce que c'est pas bienveillant, quoi. Il n'y a pas d'intérêt, en fait. Il n'y a pas d'évolution possible. Il n'y a aucun intérêt pédagogique et ça casse l'enfant. Donc, En entreprise aussi, vous pouvez aussi, parce que tout le monde ne le fait pas, mais c'est célébrer les réussites. Parce que quelquefois, ça coûte, enfin, c'est rien d'aller prendre un verre ensemble ou de célébrer, mettre en lumière quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez des newsletters, enfin, je ne sais pas comment vous le faites dans votre entreprise, mais voilà, célébrer des réussites, quelles qu'elles soient. Donc, ça peut être aussi un cahier de réussite d'entreprise. Super. Eh bien, écoutez, il est 13h45. Merci. Je vous souhaite le meilleur. Je vous transmets les documents que Isabelle vous a promis pour continuer à réfléchir et puis le replay qui vous sera envoyé dans quelques jours. Voilà. Allez, et puis je vous enverrai un petit lien aussi pour nous faire un feedback qualité sur ça et point d'amélioration aussi de ce que vous avez envie. Voilà. Et bien, à très bientôt. D'être au congrès. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Rose-Marie, plein de courage. Merci. Merci.